Salut les amis. Tout d'abord, j'aimerais faire une petite mise au point avec certaines personnes qui me suivent sur YouTube et TikTok. Je leur faire savoir que je suis sur ces réseaux parce que j'aimerais aider la communauté des Antilles à mon niveau, à mon simple niveau, pour pouvoir ramener un peu ce que je vois, un peu de ce que je ressens, de ce que je peux ramener ou pas. Certaines personnes disent que mes vidéos ne leur plaisent pas, que la manière que je m'exprime ne convient pas. Bon, c'est ma manière d'être. Ou peut-être que je ne suis pas assez virulent, assez excité sur les réseaux. Chaque personne a sa manière de parler et sa manière d'être. Et que ce que je dis ne leur convient pas. Je me dis à ces personnes que moi, je suis là pour aider le AirPrac, la Martinique, essayer de voir s'il y a une solution qui sera ramenée avec ma petite contribution contre la vie chère en Martinique. Je n'oblige personne à me suivre ou à regarder ce que je dis ou ce que je raconte. Il y a pas mal de personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui vivent de ça même. Moi, je ne suis pas là pour faire le buzz, je suis là pour aider mes compatriotes. Si ce que je fais ou ce que je dis ne convient pas, il y a d'autres endroits, il y a d'autres réseaux sociaux. Ne cliquez pas sur ma page et passez votre chemin. Ça ne me dérange pas. Moi, j'aide la famille, les amis, mon pays, ma Martinique. Et je ne vous oblige pas à regarder. Voilà, c'était juste une mise au point pour faire comprendre à certaines personnes que je suis là pour mon pays. Alors, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai suivi une table ronde avec certains de nos grossistes en Martinique, Bernard Ayotte, Hugues Despointes et bien d'autres. Et j'aimerais que vous regardiez, que vous nous donniez votre avis. Que pensez-vous de tout ce qu'ils racontent? Moi, j'ai mon avis, mais je ne le donnerai pas pour l'instant. Mais j'aimerais avoir le vote et peut-être discuter un peu entre personnes compréhensibles. Moi, je ne suis pas plus intelligent et plus calé que personne. C'est pour ça que je demande si vous avez une petite idée de ce qu'il raconte. Est-ce que c'est vraiment comme ça que doivent rouler les choses? Faites-le moi savoir. Merci. À tout à l'heure. Nous poursuivons cet après-midi nos travaux sur la lutte contre la vie chère dans les Outre-mer avec une table ronde dédiée à la grande distribution que nous avons souhaité organiser rapidement pour donner suite à un certain nombre de questionnements sur le rôle de ces acteurs économiques majeurs. Nous allons entendre à tour de rôle les représentants de 4 grands groupes qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Monsieur Stéphane Ayotte, directeur général du groupe Bernard Ayotte GBH en présentiel et qui est accompagné de monsieur Amaury Delavigne, directeur de Carrefour Océan Indien. Monsieur François-Hugues Despointes, directeur général du groupe SAFO en visioconférence. Monsieur Robert Parfait, président du groupe Parfait en visioconférence. Et monsieur Xavier Cabarrus, directeur des activités plateformes du groupe Créo en visioconférence. Je suis particulièrement heureuse de cette opportunité pour la délégation sénatoriale aux Outre-mer d'échanger avec vous, messieurs, et je tiens à vous remercier de votre disponibilité. Donc, si vous le voulez bien, nous allons commencer par le groupe Bernard Ayotte, dont je salue encore une fois votre présence. Et puis, nous poursuivrons avec les autres intervenants qui sont en visio. Donc, vous avez la parole, monsieur Ayotte. Merci, Madame la Présidente. Mesdames les sénatrices, messieurs, mesdames les sénateurs, merci de nous accueillir pour ce moment d'échange important, très important pour nous, important pour nos régions d'outre-mer. Je voudrais vous faire un petit propos introductif. D'abord pour vous dire que je dirige le groupe GBH, qui est un groupe familial, qui a été créé par mon père en 1960. Il a créé sa première entreprise en 1960 à la Martinique, puisqu'il est né à la Martinique. Il a eu ses 3 premiers collaborateurs à cette époque. Ça n'est qu'au bout d'une dizaine d'années qu'il a fait ses premiers pas sur la Guadeloupe et ensuite petit à petit sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. Depuis une quinzaine d'années, notre groupe s'est beaucoup développé à l'international. Nous sommes maintenant sur la République dominicaine, sur l'île Maurice, mais aussi au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Costa Rica, en Angleterre. Et le développement du groupe aujourd'hui se fait beaucoup sur ces nouvelles zones de développement. Nous avons 3 grands secteurs d'activité.
le secteur de la distribution, alimentaire en particulier, nous allons beaucoup en parler aujourd'hui, bricolage avec l'enseigne Monsieur Bricolage et le sport avec l'enseigne Decathlon. Et nous avons un deuxième secteur qui est le secteur de l'automobile et un troisième secteur qui est le secteur industriel, qui est un pôle industriel où nous sommes en particulier fabricants de rhum, les rhums Clément et les rhums JM pour ceux qui interdit de faire de la publicité, mais de belles marques de rhum que nous essayons de développer et une marque de rhum en Guyane qui s'appelle la Belle Cabresse. Aujourd'hui, le groupe est présent sur 19 territoires ou pays et nous avons 18 000 collaborateurs. Nous sommes ici pour essayer au fond, pour lutter contre la vie chère et pour essayer de trouver les causes de la vie chère, essayer de trouver des solutions. C'est un problème qui dure depuis très longtemps. Au fond, dans les années 50, l'État fait le choix de rémunérer 40% plus cher ses collaborateurs en Outre-mer parce que la vie chère, à l'époque, existait déjà. On parle d'une période où la grande distribution et les acteurs que vous avez autour de cette table ou en visioconférence n'existaient pas. Mais le problème était déjà réel. Au fond, pourquoi? Parce que les causes de la vie chère, finalement, tout le monde les connaît. Elles sont multiples, mais les deux principales causes sont l'étroitesse de nos marchés et l'éloignement de nos sources d'approvisionnement. L'étroitesse de nos marchés, parce que si vous prenez un marché comme celui de la Martinique, 350 000 habitants, quand vous êtes, c'est un marché étroit pour faire de la production locale à grande échelle. Vous n'avez pas ce qu'on appelle le diviseur industriel, et donc vous pouvez faire de la production locale, mais vous êtes rapidement limité par la taille de votre marché, et ce qui vous empêche en tout cas de produire dans des conditions aussi compétitives que votre équivalent sur l'Hexagone, qui lui produit pour un marché de 60 millions d'habitants. L'éloignement des sources d'approvisionnement. La première contrainte dont je parlais sur la production locale fait que globalement, là encore, si nous prenons le territoire de la Martinique, c'est un peu mieux sur l'île de la Réunion qui a 1 million d'habitants, mais 25% de la production, 25% de ce que nous revendons à nos consommateurs est produit localement. Ça veut dire que le reste est importé. Et pour ça, est malheureusement importé et venant de loin, pour l'essentiel venant de l'Hexagone. Cet éloignement, on va en reparler tout à l'heure, mais est au fond la source principale du renchérissement des produits. L'INSEE dit que la vie est plus chère de 14% à la Martinique et de 40% pour les produits alimentaires. Pourquoi 40% sur les produits alimentaires alors que c'est 14% en moyenne? C'est parce que justement cet éloignement impacte défavorablement les produits alimentaires, qui sont les produits qui au fond voyagent le moins bien, si on peut parler comme ça. Depuis maintenant très longtemps, les compagnies maritimes facturent le même prix, mais c'est vrai dans le monde entier, facturent le même prix pour transporter un conteneur, quelle que soit la marchandise qu'il contient. Si vous mettez une marchandise très, très onéreuse, des télévisions par exemple, vous allez mettre plusieurs centaines de milliers d'euros de marchandises dans votre conteneur pour un coût d'acheminement, fret, mais pas que fret plus la BAF qui est une taxe sur le fuel, plus les frais de port, etc. En gros, faire venir un conteneur de métropole de l'Hexagone sur nos magasins coûte 5 000 euros, quelle que soit la marchandise que vous mettez dedans. Si vous mettez plusieurs centaines de milliers d'euros de marchandises dans votre conteneur, l'impact des frais d'approche est négligeable. Et c'est la raison pour laquelle dans nos magasins, une télévision, un iPhone et beaucoup d'autres produits sont vendus au même prix qu'en métropole. En revanche, si on prend un paquet de pâtes alimentaires dans un conteneur, vous mettez 20 000 euros de pâtes alimentaires. Quand vous rajoutez 5 000 euros de frais d'approche à ces 20 000 euros initiaux et que vous rajoutez un octroi de mer de 10% ou de 9,5% en l'occurrence pour les pâtes, mais de 22,5% à la Martinique par exemple sur le riz, cette marchandise qui est partie au fond de l'Hexagone au même prix, ou que l'on a acheté au même prix que le magasin qui est quelque part dans l'Hexagone, quand elle arrive sur le port de la Martinique, avant que nous ne l'ayons touché, avant que nous n'ayons pris 1 centime d'euro de marge, a déjà vu son prix de revient augmenter de 45%. Si je prends les pâtes alimentaires, de plus de 60% compte tenu de l'impact de l'octroi de mer pour le riz. Il n'y a pas un endroit dans le monde de territoire restreint, loin de ses sources d'approvisionnement, où on ne retrouve pas ce phénomène. Ce qui est vrai à la Martinique est vrai dans l'ensemble de l'outre-mer, mais c'est vrai à Hawaï, où les prix sont 50% plus élevés que aux États-Unis. C'est vrai à Barbade. Barbade, Sainte-Lucie ou la Dominique sont des îles qui importent non pas de l'Hexagone, mais plutôt d'Angleterre. Les produits importés d'Angleterre sur ces îles sont 2 fois plus chers que dans le Royaume-Uni. Les mêmes causes produisant les mêmes effets.
Alors, quelle solution? Parce qu'on est ici pour chercher des solutions néanmoins, parce que vous le disiez vous-même, cette situation n'est pas tenable. En plus, nous sortons d'une période d'inflation très forte. Les prix alimentaires ont explosé ces 3 dernières années, mais c'est un phénomène mondial. Ce n'est pas un phénomène lié à nos territoires, mondial, mais qui a fait que la problématique est encore plus forte qu'elle ne l'était avant. Notre conviction, c'est que la solution, il y en a une, elle s'appelle la continuité territoriale. Le seul moyen de faire baisser significativement le prix des produits sur nos territoires, c'est au fond de diminuer les frais d'approche. C'est d'ailleurs une idée, et je suis sûr que les autres distributeurs ici présents reprendront ce point, c'est une idée que les distributeurs, à la Martinique en particulier, défendent déjà depuis plus de 2 ans, avec cette conviction qu'au fond, continuité territoriale que la Corse a su négocier pour des montants très importants, près de 200 millions d'euros de continuité territoriale par an. L'outre-mer français, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion en particulier, je ne veux pas oublier la Nouvelle-Calédonie, M. Nativel est là, je vais me faire gronder. Il n'y a pas eu cette continuité territoriale négociée. C'est, selon nous, la seule vraie piste, la seule vraie solution. Je disais tout à l'heure 5 000 € de frais d'acheminement d'un conteneur. Et en particulier les produits de consommation courante, les pâtes, le riz, c'est-à-dire des produits qu'on ne peut pas ne pas acheter. Je peux éventuellement acheter moins de télévision ou moins souvent, mais je ne peux pas ne pas acheter mon paquet de pâtes et ce sont ceux qui sont le plus impactés. Et c'est en ça que nous disons, il faut peut-être, au fond, nos territoires sont très loin de leurs sources d'approvisionnement. L'outre-mer sont des territoires français à part entière, mais loin, éloignés. Il y a la mer nous sépare. Et finalement, ce sont, si je reprends la Martinique, les 350 000 habitants de la Martinique qui, au fond, payent le prix d'acheminement de leurs marchandises à destination. On pourrait considérer qu'au fond, la solidarité nationale pourrait faire que l'on mutualise ces frais d'approche, ou en tout cas une partie significative de ces frais d'approche, sur les 60 millions d'habitants que compte la France. Et à ce moment-là, l'impact sur les prix serait à la baisse serait considérable. C'est au fond ce que la Corse a su négocier, et c'est peut-être ce sur quoi il faut qu'on se batte. C'est la piste, on y reviendra sûrement, qui a été poussée par l'ensemble des acteurs à la Martinique et qui a donné lieu à la signature d'un protocole qui j'espère, va se mettre en place, même si en ce moment la politique nationale fait que c'est un petit peu compliqué, mais qui, grâce en particulier à la continuité territoriale et à l'effort de tous les acteurs, permettra, si tout se met bien en place, de baisser les prix de près de 20% en moyenne sur plusieurs milliers de produits. Donc un impact très important pour le consommateur. Deuxième point, c'est développer la production locale. Développer la production locale, c'est pas résoudre le problème de la vie chère, parce que je parlais du diviseur qui les empêchait d'être aussi compétitifs que leur équivalent sur l'Hexagone, mais la production locale, c'est développer la production locale, c'est développer de l'activité localement, c'est créer de l'emploi localement, donc c'est créer des revenus. Et au fond, lutter contre la vie chère, c'est baisser les prix, essayer de lutter pour faire baisser les prix, mais c'est aussi, il faut essayer d'améliorer les revenus, le pouvoir d'achat de nos compatriotes, et en créant de l'activité. Et la production locale, c'est une piste importante. La troisième piste, et là, sans vous, j'allais dire sans la force politique en tout cas, nous n'y arriverons pas, c'est les tarifs export. Au fond, beaucoup des produits que nous revendons sur nos territoires sont importés, viennent de l'Hexagone. Ces produits sur l'Hexagone sont distribués par les industriels eux-mêmes, qui donc financent une force de vente des commerciaux, des merchandisers, des chefs de vente qui font de la publicité, etc., pour vendre leurs produits. Quand ils les exportent sur l'outre-mer et qu'ils se font représenter par des petits acteurs grossistes ou autres, ils n'ont pas assumé ces coûts de distribution. Et ça ne se retrouve pas dans leur prix. Donc, au motif qu'ils n'ont pas à financer cette force de vente, on pourrait et il faudrait arriver à obtenir de ces grands industriels des conditions plus basses que celles qu'ils font sur l'Hexagone. Pour l'instant, on n'y arrive pas et c'est quelque chose sur lequel il y a une piste à travailler. Au fond, je pense qu'on va revenir, et puis comme on est plusieurs acteurs, je ne vais pas prendre trop de temps, mais le plus important, c'est de ne pas se tromper de cible. Vous disiez dans votre introduction, Madame la Sénatrice, que nos territoires n'ont pas toujours un niveau de concurrence aussi élevé qu'il le faudrait. Le secteur alimentaire est un secteur très compétitif. Beaucoup d'acteurs très importants ont disparu. En 2009, le grand acteur s'appelait le groupe Cora. Il est parti. Il a quitté nos territoires. En 2019, le leader à la Martinique s'appelait le groupe OION. Il a disparu. Un autre acteur s'appelait le groupe Lancry. Il a disparu. À l'île de la Réunion, le groupe de Châteauvieux a vendu à Casido, qui s'est cassé la figure et qui a fini par revendre ses magasins. Depuis 2009, la crise sociale, je pense qu'aucun secteur n'a été aussi audité, décortiqué que celui de l'alimentaire en Outre-mer.
l'autorité de la concurrence que vous receviez il y a quelques jours confirmait d'ailleurs que les moyens alloués à l'outre-mer, tant au niveau de l'autorité de la concurrence à Paris qu'au niveau des structures locales, étaient en proportion beaucoup plus élevés que ce qu'elle avait sur l'Hexagone. Ne nous trompons pas de cible. Le sujet n'est pas au niveau des marges des distributeurs. Le compte de résultat d'un distributeur en Outre-mer, et on y reviendra bien volontiers si vous le voulez, est le même que celui d'un distributeur en métropole, dans l'Hexagone. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons, et c'est le thème de la continuité territoriale, si nous étions en mesure de faire en sorte que les produits que nous achetons arrivent à nos magasins au même prix que les prix auxquels ils arrivent auprès du magasin qui est à Nantes, Toulouse ou Montpellier, nous vendrions au même prix qu'à Nantes, Toulouse ou Montpellier. Le sujet, il est sur les coûts d'acheminement. Je comprends qu'il y a beaucoup de projets, de lois, d'études, de contrôles. Les contrôles, c'est très bien. Et nous sommes pour. Parce qu'au fond, on ne peut pas rester dans la suspicion. Il faut poser les bons diagnostics et pour trouver les bonnes solutions et faire en sorte qu'on ait des résultats. Attention à ce que nos territoires restent attractifs, où l'entrepreneuriat, où attention à ne pas affaiblir les acteurs. Je citais tous les acteurs qui ont pu disparaître ces dernières années en Outre-mer. Nos économies sont fragiles, sont complexes. Ce sont des métiers difficiles. Quand vous êtes distributeur alimentaire, quand vous faites 100 € de chiffre d'affaires, vous avez 24 € de marge. Avec ces 24 € de marge, vous utilisez ces 24 € de marge, vous en consacrez 10 pour payer vos collaborateurs et vous en consacrez 10 pour payer vos charges, loyer, publicité, assurance, entretien. Vous payez 2 € de taxes et il vous reste, quand vous avez bien travaillé, 2 €. C'est vrai comme en métropole. Donc, c'est un métier difficile. Le magasin, le chef de rayon à Paris passe sa commande le lundi matin, il est livré le mardi matin. Celui qui est à la Martinique passe sa commande le 1er janvier, il est livré le 15 février ou le 30 février, enfin le 28. C'est pas du tout la même chose. Et donc, contrôlons, mais ne fragilisons pas ceux qui sont en place. Attention, c'est ma conviction, et suscitons et faisons en sorte que davantage, parce qu'au fond, seule la concurrence et seule une concurrence vive est garante, au fond, des meilleurs prix possibles. Voilà. Merci. Merci à vous. Je vais laisser la parole à Monsieur Hugues Despointes. S'il nous entend, vous nous entendez? Absolument, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez également? Oui, parfaitement. Très bien, merci. Alors, je n'avais pas véritablement prévu de propos introductifs, je serai donc assez court, mais je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions aujourd'hui ou après cette table ronde. J'ai bien reçu votre questionnaire et j'y répondrai. Le groupe Safos est une entreprise familiale qui a été fondée en Guadeloupe en 1962 par mon grand-père et qui opère aujourd'hui principalement dans la distribution alimentaire de gros, de demi-gros et de détail en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en franchise à Saint-Martin. Le sujet de la vie chère est un sujet récurrent dans nos territoires. Ce qui change, c'est la fréquence des crises et leur intensité. Et il faut dire que la dernière, dont d'ailleurs aujourd'hui est le 100e jour, est particulièrement violente. Il y a eu les événements de 2009 aux Antilles, ceux de 2017 en Guyane, 2018 avec un phénomène gilet jaune à La Réunion, 2021 en Guadeloupe et en Martinique. Il y a eu 3 lois pour le développement économique outre-mer, 2009, 2012, 2017, 2 avis de l'autorité de la concurrence, 2009, 2019, la nomination d'un délégué interministériel à la concurrence outre-mer en 2018, une mission d'information de l'Assemblée 2020, une commission d'enquête parlementaire 2023, 2 études du CESE. Voilà, la liste pourrait être encore longue. Le thème de la vie chère est toujours présent et n'est pas résolu. Il y a dans nos territoires une très forte sensibilité au prix. Et le différentiel de prix avec l'Hexagone n'est aujourd'hui pas compris. Donc il y a un sujet de pédagogie, vous l'avez dit. Il y a également un sujet d'acceptabilité sociale qui semble aujourd'hui rompu. Et donc j'y reviendrai dans mon propos. Simplement, pour ne pas répéter ce qui a été dit, les causes de ce différentiel, c'est le couple éloignement géographique, taille de marché. Il est très compliqué en matière d'approvisionnement, en matière logistique. Un marché qui serait loin, mais de grande taille, donc qui permettrait des économies d'échelle, ou un marché de petite taille, mais plus proche, comme c'est le cas de la Corse, pose moins de difficultés que des marchés qui sont à la fois lointains et de petite taille, comme c'est le cas, par exemple, de la Martinique. Et la mauvaise nouvelle sur la taille de ces marchés, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en décroissance démographique. Et ce facteur taille, il est donc en train d'évoluer, mais d'évoluer défavorablement. Ça, c'est commun à tous les territoires dans lesquels SAFO opère. Et les incidences concernent tous les secteurs, l'alimentaire, mais pas que. Ça pose une question extrêmement difficile, c'est celle de la continuité territoriale. Et j'y reviendrai dans les solutions. Mais tant qu'elle n'existe pas, nous, on est obligé aujourd'hui de composer avec une organisation logistique complexe qui correspond à celle du commerce international, en fait. On parle souvent d'étapes.
On confond parfois des prestataires et des intermédiaires, mais je voudrais parler de ces étapes très rapidement. En fait, le transport de marchandises entre la France et ses outre-mer correspond aux relations de commerce international entre deux pays. Le transport est conteneurisé, et ça veut dire qu'on doit faire appel à un nombre de prestataires importants, à peu près le même nombre d'ailleurs que si on envoyait un conteneur en Chine ou que si on faisait venir un conteneur de Chine. On a bien sûr un fournisseur, on a ensuite un entrepôt qui doit être en capacité de remplir un conteneur. C'est pas fréquent, c'est un vrai savoir-faire. Et c'est un savoir-faire encore plus fort dans l'alimentaire parce que les produits sont fragiles, les produits ne s'empilent pas facilement. Il y a ensuite l'intervention d'un transitaire qui va faire l'intermédiaire avec les compagnies maritimes et qui va également s'occuper des formalités de douane. Intervient ensuite un port, une compagnie maritime, et ensuite par miroir, les mêmes intervenants, mais en sens inverse, un port, un entrepôt, et ensuite le magasin. Tout ça, ça a évidemment un coût. C'est vrai qu'on a l'impression parfois que tout cela est très simple et que ça pourrait ne rien coûter. C'est faux. Ça a un coût important, bien sûr en termes de facture et donc de charges, mais également en termes d'organisation. Parce que ces étapes sont longues, elles nécessitent pour un distributeur des stocks plus importants que ceux qu'aurait un distributeur national. Donc, un besoin en fonds de roulement, donc de la trésorerie. Il y a aussi de la casse qui intervient lors de toutes ces étapes. Et tout cela, ce sont des coûts pour le distributeur. Il y a pour les produits alimentaires un phénomène aggravant à cet éloignement. C'est que les produits alimentaires qui sont des produits très sensibles, qui sont des produits fréquemment achetés, qui sont des produits et qui sont d'ailleurs au cœur en ce moment de la crise que traverse la Martinique, sont des produits peu valorisés. Et aujourd'hui, cette chaîne de transport international, c'est une convention mondiale. Les frais sont facturés de manière forfaitaire. Et donc, personne ne s'intéresse à ce qui est contenu dans le conteneur. Or, pour les produits les moins valorisés, les frais d'approche peuvent représenter des pourcentages extrêmement importants de la valeur marchandise. Ce que nous préconisons et ce que nous essayons de sensibiliser chacun au fait que quand il s'agit de commerce entre la France et la France, peut-être qu'il faudrait déroger à ces règles internationales et tenir compte de la valeur marchandise, c'est-à-dire adapter les tarifs à ce qui est contenu dans les conteneurs. Ça existait par le passé. Ça n'existe plus, mais ça existait par le passé. Et nous pensons que ce serait une excellente idée que de le remettre en place. Le sujet concurrence est souvent évoqué comme étant une des causes de la vie chère. Ça a été dit par Stéphane Ayotte, mais il y a aujourd'hui 7 opérateurs en Martinique pour moins de 350 000 habitants. Ça n'est pas ridicule. La plupart des enseignes nationales sont représentées. Il en manque, mais ce serait surprenant qu'elles soient toutes représentées dans un territoire qui compte 350 000 habitants. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'à chaque fois qu'un actif est en vente, qu'un magasin est à vendre, on n'observe aucune appétence d'opérateurs extérieurs pour rejoindre nos marchés. C'était vrai avant 2024, et il y a fort à parier que ça ne change pas après la crise que nous venons de traverser. Et donc, ce qu'il se passe, dans le meilleur des cas, ce n'est pas toujours le cas, c'est qu'un opérateur existant se porte acquéreur, mais on voit dans de plus en plus de dossiers qu'il arrive aussi que personne ne se porte acquéreur. Ça doit interroger, puisque si nos métiers étaient si rentables et si profitables qu'on peut parfois le dire, il y aurait certainement beaucoup plus de candidats à l'acquisition de magasins. Vous avez interrogé sur le mérite de développer la production locale comme réponse à la vie chère. À mon sens, c'est une réponse tout à fait cohérente, à condition que cette production locale soit compétitive. Et donc, elle aussi doit faire face aux contraintes que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà, les amis. Alors, j'ai compris en gros ce que voulaient dire M. Despointes et M. Ayotte, mais j'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous de ce débat, de ces tables rondes sur la vie chère en Martinique, fait avancer notre situation? Donnez-moi votre avis en commentaire sur ma page. Et nous pourrons entamer une discussion pour savoir qu'est-ce que nous, à notre niveau, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à la situation en Martinique. Merci et à bientôt.